Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Donc, comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex! Salut tout le monde, salut Patrick. Et aujourd'hui, nous avons un invité, Bruno Simon. Bienvenue Bruno. Salut, merci de m'inviter. Donc, un épisode spécial, dans la série qu'on a prévue pour l'été, sur les animations, JavaScript, web, tout ça. Et donc, aujourd'hui, on accueille Bruno pour nous parler, vraiment de ce Three.js qui est vraiment, enfin Bruno, tu es excellent apparemment dans cet outil et donc bah, tu vas nous en parler et pour commencer, bah, tu vas commencer par te présenter, tout ce que tu fais dans la vie, ton background, tout ça. OK, bon, je vais essayer de faire assez rapidement parce que justement, je fais énormément de choses, mais certains diraient que je suis, creative developer, donc développeur créatif, mais Mmh. on peut aussi dire développeur, disons WebGL, Three.js et cetera. D'accord. OK et comment tu es venu à Three.js, à la base, Bah, justement, C'était c'est né d'une certaine frustration, en fait, j'ai depuis, un paquet d'années, je ne saurais pas dire combien de temps, peut-être 13 ans, je faisais du front principalement, ensuite du back, ensuite, j'ai fait, vraiment, pas mal de choses, le côté un peu full stack, on dit et il y avait toujours cette frustration que c'est des petites interfaces, c'est des petits sites et là, j'ai découvert qu'on pouvait faire de la 3D. Moi, je suis un grand fan de jeux vidéo, la 3D, enfin, je veux dire, j'ai plein de consoles, je passe mon temps à jouer à des jeux en 3D, pas forcément 3D, hein, mais bref, c'est ça qui me plaît énormément. Je me suis dit, mais ça veut dire qu'on peut faire de la 3D dans le navigateur, faire des mini-jeux. Je me suis dit, allez, on va tenter pour essayer de level up un petit peu le game des sites que je faisais à l'époque. Donc, c'était il y a un paquet d'années, hein, je ne saurais vraiment pas dire quand. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombé là-dedans, dans tout ce qui était justement WebGL. OK. E- Excellent. Et souvent, en fait, il y a une confusion, ou alors pour nous qui ne sommes pas, on va dire, des créatifs développeurs, où on voit des animations un peu très très loin. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre justement Three.js et WebGL? C'est quoi l'un par rapport à l'autre, en fait? Ouais, c'est super important ça. Parce que justement, quand j'ai commencé, j'ai entendu parler du terme WebGL, j'ai tapé WebGL et là, je me suis pris une énorme claque parce que c'est beaucoup trop dur et ça l'est toujours aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe, c'est OK. pour essayer de faire simple, c'est que le WebGL, c'est ce qui permet de communiquer avec le GPU. Le GPU, c'est ce qu'on pourrait dire un peu vulgairement la carte graphique. C'est ce qui fait justement, Mmh. lorsqu'on lance un jeu vidéo, c'est ce qui fait qu'on voit les personnages, etc. apparaître. C'est relativement bas niveau. Ça peut être toujours plus bas niveau, hein. On n'en est pas à taper des 0 et des 1 sur une mémoire, mais c'est hyper bas niveau, ce qui fait que, par exemple, c'est ce que j'explique souvent, faire apparaître un triangle, juste un triangle, ça Mmh. prend peut-être 100 lignes de code. Donc faire apparaître un cube, ça va prendre beaucoup plus de temps. L'animer, ça va prendre beaucoup plus de temps, de code, et cetera et d'efforts. Mmh. Et sur le coup, vraiment, ça fout une claque, c'est vraiment trop compliqué. Et c'est justement ce que résout des librairies comme Three.js, donc on va dire Three.js à la française, ça sera plus simple, qui va justement faire une couche juste au-dessus du WebGL et qui va permettre de faire une abstraction. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire tous ces lignes de code extrêmement complexes pour communiquer avec le GPU. On dit par exemple, je veux créer une scène avec un cube, avec une caméra, et Three.js s'occupe du reste. Mais Three.js, comme il est juste au-dessus du WebGL, il permet quand même de taper directement dans le WebGL, de communiquer directement avec le WebGL sans trop de difficultés. C'est pas le seul, il n'y a pas que Three.js, il y en a plein d'autres des librairies, mais justement, Mmh. j'aime beaucoup ce positionnement qu'a le Three.js, c'est qu'il est juste au-dessus. Il faut faire pas mal de code quand même, hein, à faire la scène, la caméra, et cetera. C'est beaucoup de code, mais ça permet de toujours garder ce contact avec le GPU en dessous et lorsqu'on commence à être vraiment à l'aise, de pouvoir aller encore plus loin que si on avait utilisé des librairies qui sont très haut niveau, où là, le WebGL, il est super loin, on communique absolument pas avec le GPU, directement. Donc ouais, c'est vraiment une couche au-dessus qui simplifie le fait de faire du WebGL. Et quand OK. tu dis Three.js, c'est parce que ça se rapproche du JavaScript sur la syntaxe, sur des objets, sur des Ouais. API ou ok, Oui, c'est ça. En fait, c'est une librairie JavaScript. Vraiment, le WebGL, ok. c'est pour faire ce qu'on fait avec des jeux vidéo, mais dans le navigateur, donc avec du JavaScript. Le WebGL, on en fait avec du JavaScript. Et Three.js, c'est aussi du JavaScript. Vraiment, on utilise les consts, les lettres, les tableaux, etc., comme on a l'habitude dans JavaScript, mais ça communique avec le WebGL. C'est vraiment que pour le web. WebGL et Three.js, c'est que à destination du web, même si on a des astuces en faisant, par exemple, tourner une application native qui en réalité fait tourner une web view et du coup on se retrouve avec une application native qui en fait fait tourner du Ouais, c'est WebGL. c'est un peu du hack, quoi. Ouais, voilà, ça c'est du hack. Donc ouais, c'est à destination du web avec du JavaScript.
OK. OK. Est-ce que tu peux, au niveau, quand tu fais tourner du Three.js avec du WebGL, est-ce que ça bouffe beaucoup de ressources au niveau du Énormément. C'est le ah ouais? problème numéro un. C'est le une fois qu'on commence à être à l'aise, on a fait un petit cube, qu'est-ce qu'on veut faire? Bah, on en fait un millier forcément et Ah là, oui. l'ordinateur, il commence à chauffer. C'est le problème, c'est on passe juste notre temps à dealer avec ce problème. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeux vidéo, c'est exactement pareil. Ouais. Tous les jeux vidéo, en fait, et ils ont des process beaucoup plus rodés qu'en web. C'est un petit souci qu'on a justement dans le web, c'est que ça marche pas exactement pareil pour des bonnes raisons, hein. Mais, quand des entreprises font, par exemple, un jeu vidéo natif, ils se disent: OK, on part de l'idée que ça, c'est la machine minimale. On veut que notre jeu, il tourne à 60 FPS sur cette machine. Et après, ils réfléchissent justement sur qu'est-ce qu'on va afficher, combien de personnages on va afficher, les textures qu'on va afficher, etc. Et ils s'assurent toujours que ce jeu marche sur cette config minimale. Dans le Mmh. web, c'est pas pareil. L'un des Oui. gros avantages et qu'il faut toujours garder avec le web, c'est que je clique sur un lien, j'accède au site. On s'en moque du device, on s'en moque du processeur, du GPU, etc. Il faut que tout le monde puisse accéder à la page. C'est ce qui fait la beauté du web. On clique sur un lien, on y accède. Du coup, l'objectif avec le WebGL, ça va être justement de garder de bonnes performances, quel que soit le device. C'est impossible. On peut pas. Enfin, je veux dire, Ouais. le site, il va pas tourner sur un Nokia 3210, c'est évident. Donc, on vise un peu plus haut. Allez, les iPhone 5, il y en a encore quelques-uns. Allez, on peut se dire, c'est ça le minimum visé. Après, ça dépend de nos visiteurs. On peut peut-être justement faire un benchmark, Mmh. etc. Mais dans tous les cas, on se fixe un espèce de minimum et on essaie de faire tourner le WebGL dessus. Et le problème, c'est que les performances sont moindres par rapport à du natif. Je ne saurais pas exactement dire pourquoi. Peut-être que ça a été bridé dans un seul souci, justement, bah, d'endiguer le fait que ça va passer full web, comme ça on continue de vendre des jeux. Peut-être qu'il y a des raisons plus matérielles, software, etc. Mmh. Mais du coup, il faut dealer avec ça. Et ce qui est cool quand même, c'est que ça n'arrête pas de s'améliorer. D'un côté, les ordinateurs sont de plus en plus puissants pour un moindre prix, sauf si c'est des Mac. Oh, Mmh. bon, il fallait que je place un truc. Ouais. C'est toujours cher un Mac, mais ils sont quand même de plus Oui. en plus puissants. Et donc, c'est de plus en plus agréable. Et aussi, le WebGL évolue. On est passé au WebGL 2. Peut-être qu'il y a du WebGL 3 qui arrive. Et c'est de plus en plus performant. On a même accès à de nouveaux outils qui fait qu'on peut trouver des raccourcis pour obtenir un même résultat avec de meilleures performances. Mais en réalité, ce qui se passe aussi et qui est un point important, c'est que on a une alternative au WebGL qui est dans les tuyaux en ce moment qui s'appelle le WebGPU. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'on communique avec le GPU pour faire des calculs, etc. Et il y a potentiellement des librairies qui commencent à se préparer justement pour faire une abstraction afin que ce soit plus simple de communiquer avec le WebGPU. Mais ce n'est pas le WebGL, sauf que le WebGPU est sur le papier beaucoup plus rapide. Lorsque le WebGPU sera sorti et supporté par suffisamment de devices, théoriquement, les sites qu'on pourra faire, on pourra mettre plus de polygones, plus d'effets, plus de pixels à rendre, etc. Théoriquement, sans rien faire. Dans l'idée, OK. c'est ça. Et comment tu fais pour, c'est comme pour un site, responsive, tu vas tester sur différents devices, Ouais. parce que là, Ouais. il te faut des vrais devices, là, c'est pas juste un navigateur, en fait? Bah, c'est très compliqué. Il y a en gros, chaque développeur, il va avec ses petites astuces. Alors soit on est riche et on a tous les devices de la terre, sur le bureau, c'est pas mon cas. Moi, j'ai juste, un Android, un Mac et un PC, de gaming. Donc, je fais avec. Mais oui, ça, c'est le souci numéro un. Dans les agences, évidemment, bon, bah, on demande à ses collègues, on a peut-être, quelques devices à disposition. Mais, le la meilleure astuce que je conseille pour tester, c'est d'afficher combien de temps ça a pris de rendre une image. Parce que on fait de la 3D, mais la 3D statique, c'est un peu nul. Autant faire un rendu sur 3ds Max, Blender ou CKD. Non, non, nous, ce qu'on fait, c'est du web, c'est animé, les carrés, ils bougent, les personnages, Mmh. ils courent, etc. Donc, on doit le faire à chaque frame, c'est-à-dire qu'on anime les choses. La question est, combien de temps a pris le WebGL à rendre une frame? Si on veut une animation qui tourne à 60 FPS, qui est un petit peu le standard, Mmh. et que donc une frame doit rentrer là-dedans et qu'on arrive à faire le rendu en si peu de temps, c'est bon. Même si j'ai un ordinateur très puissant, je vois que j'ai mis ça de temps pour rendre la frame. Avec l'expérience, je sais que ça veut dire que ça va marcher sur ces autres devices. Ok, c'est bon. Si par contre ça commence à mettre beaucoup de temps et que là je commence à approcher de la limite qui fait que ça va commencer à ramer, ça se trouve sur d'autres devices moins puissants, là ça va vraiment ramer. Ça vient vraiment avec l'expérience et on sait qu'il y a un souci. Donc, l'astuce, c'est de monitorer le temps de rendu. On sait que ça prend, je ne sais pas, par exemple, 2 millisecondes. Si ça prend 2 millisecondes sur mon PC de gaming,
je me dis que c'est OK. Si ça prend plus de temps, ça veut dire que ça va commencer à ramer, on dit, sur d'autres devices. Et ça, c'est malheureusement des astuces qu'ont chaque développeur, il va avec ses petites astuces. En réalité, c'est encore plus compliqué parce que ça se trouve, dans le WebGL, on affiche juste un cube, mais si l'utilisateur tourne la caméra et regarde là-bas, là, il y a tout un environnement avec une ville entière, etc. Bah là, ça va ramer plus. Parce que forcément, c'est plus à rendre, c'est plus de boulot sur le GPU. Donc, on y va avec l'expérience. Et c'est justement ce qui rend aussi le métier compliqué, c'est que ça implique d'avoir beaucoup d'expérience. Donc en Waouh. fait, tu dois dealer avec la performance, mais Ouais, à tout le tout temps, en fait. instant, quoi. À tout Ouais, c'est instant. ça. C'est exactement OK. ça. Waouh. C'est ce qui fait la différence entre un bon dev, 3JS et un mauvais dev, en fait. C'est que toi, tu sais Ouais. comment, faire la performance et tu as l'expérience pour savoir que ça va marcher sur tel device ou pas tel device. Oui, c'est ça. J'ai vu des clients dire ah, mais non, on a trouvé un développeur qui peut le faire pour moins cher. Le développeur, il l'a fait pour moins cher, mais ça rame sur énormément de devices. C'est le prix qu'ils ont payé. Et après, du coup, on m'a déjà contacté pour me dire du coup, tu peux pas juste venir 3 jours et optimiser ça. Non, 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 je peux pas optimiser tout un code qui a été fait mal. C'est trop tard. Donc, oui, c'est effectivement l'expérience qui prime sur des technos aussi complexes. Et par OK. contre, est-ce qu'il y a quand même une sorte de fallback, en fait, si l'animation ne peut pas être rendue ou la machine est pas assez, puissante? Est-ce que, il y a des modes, en fait, dégradés? Par exemple, tu vois, sur les jeux vidéo, souvent, on voit souvent, la possibilité de mettre un niveau de détail en mode hyper simple ou Ouais. ultra. Et là, l'utilisateur, lui, il n'a pas accès à ce niveau de granularité. Du coup, Ouais. est-ce que c'est à toi d'anticiper ce genre de feature en disant: «Ouh, là, je vois que la machine, elle est pas du tout, puissante. Du coup, je vais réduire la qualité, de mon rendu pour que ça reste, smooth et fluide», quoi. C'est Tout à possible fait. ça ou pas? Ouais, c'est bien possible, mais tu as dit, l'utilisateur, il a pas accès à ça. Si, il a accès à ça. C'est-à-dire que si le développeur de l'application WebGL, il met un panneau d'options qui permettent de réduire les graphismes, l'utilisateur va pouvoir réduire les graphismes. Sauf que là, on n'est pas dans le Mmh. côté accessible du web. C'est-à-dire que si pour profiter de l'expérience, il faut cliquer sur le lien, il faut se rendre compte que ça rame, il faut avec difficulté rentrer dans des menus et là, on nous pose des questions genre aliasing, scaling, shadows, dynamic shadows, baking et cetera. Les gens ne vont rien comprendre. L'utilisateur lambda, il va rien comprendre. Il Mmh. va pas pouvoir régler ça. Donc, ça reste possible. Si par exemple, on fait un jeu, il y a des jeux complets, multijoueurs, etc., qui sont faits avec du 3JS, avec du WebGL. Et là, bah, c'est à destination des joueurs. On leur donne accès à un menu pour qu'ils règlent ça. Donc, ça reste faisable. Mmh. Mais pour des sites plus ordinaires, où l'utilisateur veut juste qu'il profite de l'expérience, on a effectivement la possibilité de tester que là, ça va pas et de réduire les graphismes. Alors, c'est compliqué parce que du coup, il faut que toute notre application soit prête à justement scaler, à ce que les performances changent. On peut tester le GPU. On a la possibilité de tester et de voir que c'est un GPU puissant, moyen ou vraiment pas puissant. Malheureusement, Mac, donc Apple, macOS bloque cette information-là. Genre sur Safari, on n'a pas accès à ça, ce qui fait que du coup, c'est pas hyper fiable. Pour ceux où on a accès, on peut se dire, OK, lui, on va baisser les graphismes. Pour ceux où on n'a pas accès, l'autre astuce, c'est de voir comment ça tourne. Et si ça a du mal à tourner, hop, on baisse d'un cran. Et si ça a du mal à tourner, on baisse d'un cran. Mais ça, c'est hyper risqué parce que ça se trouve, c'est juste que à ce moment-là, l'ordinateur de l'utilisateur, il avait chaud. Ça se trouve, il faisait tourner 3 fois le site parce Mmh. que sans le vouloir, il a cliqué 3 fois sur le lien. Donc, c'est des rustines qu'on essaie d'éviter pour des problèmes de complications, parce que c'est dur d'estimer vraiment comment tournent les performances, parce que c'est dur d'avoir une application qui se scale automatiquement comme ça. Globalement, ce qu'on a plus tendance à faire, c'est s'assurer que l'expérience de base tourne pour tout le monde avec juste une ou deux petites astuces où on sait que ça fait une grosse différence à moindre effort, comme par exemple le pixel ratio. Le pixel ratio, c'est la densité de pixels, c'est-à-dire que nous, Mmh. quand on voit 10 unités de pixels, je sais pas, je trace un carré sur Photoshop, ça fait 10 unités par 10 unités, donc 10 pixels par 10 pixels. En réalité, ça se trouve, l'écran, il a beaucoup plus de pixels. C'est ça la densité de Mmh. pixels. Et il y a des astuces, par exemple, on peut dire non, la densité de pixels, on l'ignore, on met tout à 1. Du coup, un utilisateur qui a une forte densité, bon, ça va être légèrement flou, mais en Mmh. réalité, il gagne énormément en performance. Donc, c'est le genre d'astuce qu'on peut mettre en place. Qui D'accord. viennent pour le coup, avec, l'expérience, quoi. Exactement. Waouh. Yes. Et du coup, on va parler juste un petit peu de toi. Tu t'es déjà un peu présenté, tout, Mmh. mais est-ce que,
alors, tu as déjà répondu à la question ou tu te considères plus comme créatif développeur. Moi, Mmh. je vais essayer d'être encore plus clivant, mais euh, est-ce qu'il faut être plutôt dev ou plutôt créatif ou il faut obliger d'être les deux ou voire même artiste ou des choses comme ça pour faire ce que tu fais en fait? Alors, moi, je laisse les autres choisir mon titre. Franchement, Ouais, un jour, on m'a dit, on cherche un développeur créatif, tu es un développeur créatif, puis d'autres fois, OK, je me suis dit, bon, moi, a priori, je suis développeur créatif. Mais en réalité, ça m'est totalement égal. Je fais tellement de choses. Je ouais. fais de la 3D, je fais de la 2D, je fais des trucs beaucoup plus techniques. Du développement back, je fais du développement front, je fais énormément de choses. Euh, dans tous les cas, ce qui m'intéresse beaucoup et ce pourquoi on me connaît le plus, c'est le développement créatif. Mmh. Donc, j'ai tendance à dire quand je veux la faire simple et que je parle à des gens dans le digital, donc pas pendant Mmh. les repas de famille, j'ai tendance à dire dans les repas de famille, c'est informatique. Ouais, Et sinon, c'est tout avec des ça, gens ouais. plus, ouais, et comme ça, on répare l'imprimante et on redémarre le Wi-Fi. Ouais, Mais, super. mais pour les personnes plus dans le digital, je dis développeur créatif Mmh. et en général, les gens, ça leur parle. Ça leur parle. Yes. Ouais, c'est quand même hyper technique. En fait, déjà, tu sembles être un vrai développeur à la base. En plus, c'est hyper technique avec ce que tu nous as raconté déjà. Et en Mm. plus, il faut avoir des notions de 3D. Enfin, c'est juste ouf en fait. Et Enfin, moi, c'est ce qui c'est la magie du truc. C'est-à-dire je qu'on suis s'ennuie pas. impressionné. À tout moment, on peut switcher entre différents domaines. Il y a un jour, je vais faire de la 3D, un jour, je vais faire de la 2D, un jour, je vais faire du bac. C'est trop bien. On Ouais, peut ouais, c'est changer clair. quand on veut, comme on veut. Ok. Et moi, comme ça, d'un œil extérieur, quand je vois ce type de projet et on va partager tout à l'heure les projets sur lesquels tu as déjà travaillé, pour qu'on puisse les voir visuellement. Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast, tant mieux. Pour ceux qui nous voient sur, YouTube, vous pouvez voir les vidéos. Mais, c'est des projets qui, nous, en fait, d'un œil extérieur, nous paraissent faramineux. On dit: «Putain, mais c'est un truc de fou, quoi» et c'est des projets qui sont hyper long à mettre en place. Tu parlais de frame par frame, quoi. Donc est-ce que tu dois, composer frame par frame ou justement tu vas décrire une scène et ça va la générer? En clair, un projet à peu près, c'est combien de temps? Ça va dépendre du projet, on est d'accord. Mais, est-ce que tu as une sorte de ratio pour te dire: «OK, pour, une animation, ça va me prendre tant de temps», pour, les choses comme ça? Oui, oui, tout à fait. Ça dépend effectivement du process, ça dépend du projet, ça dépend de ce que je vais faire dessus. Mais imaginons donc sur les projets un peu types pour lesquels on me connaît, donc ces sites en WebGL, où je m'occupe donc que de la partie WebGL, ok. Je vais pas Mmh. m'occuper de la partie back, ni des pages par exemple front un peu plus profond dans le site, ni du design. Là, du coup, je m'occuperai de quoi au final? Je m'occuperai de la partie WebGL, mais aussi de la partie créative, c'est-à-dire que le client, il a une idée, il a des envies, il a vu des sites qui lui plaisent. Et là, on commence à rentrer dans les discussions de ce qui est faisable, de ce que je pense pouvoir faire, de choses qu'on pourrait tester, etc. Donc vraiment, c'est toute cette étape-là, le côté proposition créative et développement. Et ensuite, on met en ligne, on s'assure que ça marche sur tous les devices, etc. Ça prend entre 1 mois et 3 mois en général. 1 mois, c'est quand tout va bien ou qu'on est ultra pressé et qu'on n'a pas beaucoup envie de dormir. 3 mois, c'est plus le quota général. Mais parfois, ça va encore plus loin, notamment si on doit faire beaucoup de changements ou qu'il y a des étapes super longues. Notamment, il y a le site Chartogne. Je ne sais pas si vous allez le rajouter là-dessus, mais Chartogne, ça a pris énormément de temps. Bout à bout, ça a peut-être pris dans les 5 ou 6 mois. Donc, c'était extrêmement long C'est monstrueux, parce ouais. qu'il y avait toute une étape créative. Il y avait des villages entiers à modéliser, maison par maison, arbre par arbre. Donc, c'était extrêmement long. Il y avait villages en plus. Et ensuite, il y a eu toute une phase d'optimisation où les performances n'étaient pas bonnes. Et j'ai passé réellement plusieurs semaines à tirer quelques millisecondes par-ci par-là sur justement ce fameux temps Mmh. de rendu. Et du coup, ça a pris, je pense, 5 ou 6 mois à faire toute la partie WebGL de ce site-là. Ok. Ouais, donc en fait, tu es toujours obligé, en fait, sur les projets qu'on voit, qui nous paraissent monstrueux, en fait, tu jamais tout seul, quoi. Il va y avoir vraiment une délégation des responsabilités et toi, tu vas être en charge vraiment de toute la partie animation WebGL, pour aller, chercher toutes ces interactions.
mais il y a toute une équipe derrière, quoi. Donc, c'est plutôt des projets en équipe ou ça t'arrive de prendre des projets seul? Moi, j'aime bien les projets en équipe, comme ça, je me concentre que sur une seule chose. En Ouais. général, c'est pour du WebGL. Les projets professionnels que je fais, c'est quasiment toujours pour du WebGL. Les Mmh. projets personnels, ça peut être n'importe quoi, où à ce moment-là, je m'occupe de tout ce qui me plaît. Mais effectivement, il y a toujours une équipe derrière. Le format type que j'aime bien, notamment qu'on utilise à Hervé Studio, c'est un ou deux designers, un développeur front, un développeur WebGL et éventuellement, mais c'est pas trop arrivé, un développeur back, notamment si on a des API, etc. Mais en général, le développeur front est suffisamment débrouillard Mmh. pour s'en sortir. Et du coup, on se retrouve, c'est ça, à 3 ou 4 personnes, ce qui fait qu'il n'y a pas non plus trop de monde. C'est agréable. On sépare, on peut dialoguer super facilement. Ah, là, il y a un bug. OK, on le corrige. Ah, est-ce que tu peux me pondre cet asset-là? OK, c'est bon, c'est fait. Et effectivement, chacun s'occupe de sa partie, même si on n'hésite pas aussi à toucher un petit peu à ce que font les autres, mais c'est plus par curiosité qu'autre chose. Ouais. Et Et alors, ah pardon. juste, Ouais, Patrick, vas-y, excuse-moi. vas-y. Est-ce que c'est toi qui vas créer ton modèle en 3D dans Blender ou un autre logiciel, ou c'est quelqu'un qui va être dédié à ça, qui va créer l'objet en 3D et toi, tu vas l'animer? Et est-ce que en fait, tu es obligé de faire les deux pour qu'il y ait du sens, ou tu arrives à splitter en fait ce genre de tâches? Dans tous les cas, dans un souci d'optimisation, je suis toujours en bout de chaîne de l'asset. C'est forcé. J'ai travaillé avec des designers qui sont absolument géniaux. Les assets, ils ont essayé de les optimiser, c'était pas bon. C'était pas bon et même parfois moi-même quand j'optimise un asset, après je l'intègre et je me rends compte que ah zut, j'aurais pas dû enlever cette partie-là, là il y a trop de polygones, et cetera. Donc c'est pas de leur faute. Moi, ce que je préfère, c'est que je parle de designer, mais c'est au sens très large, un designer 3D, caractère design, level design, etc. Ça Mmh. peut être plein de choses. Donc, je vais rester général. Bref, c'est ceux qui me fournissent ces assets. Moi, ce que je préfère, c'est qu'ils me fournissent des assets avec zéro optimisation, pour 2 raisons. Premièrement, c'est pour qu'ils soient totalement libres dans ce process créatif où ils créent, je ne sais pas, des personnages, des maisons, des véhicules, etc. Ils ont besoin de ne se soucier que de l'aspect, de Mmh. l'esthétique de la chose, etc. Je veux pas qu'ils s'embêtent avec la performance, le nombre de polygones. Tant que ça tourne sur leur machine, faut qu'ils se lâchent afin d'aboutir justement au résultat qui rend bien. Et parfois, c'est très problématique parce qu'ils font des choses. Voilà, j'ai des sueurs et je dis, oh, comment ça va être pour implémenter Ouais, ça? Et je leur dis, c'est c'est pas toi qui grave, fais les allez-y. cuts, quoi. Ouais, c'est ça. C'est toi Et qui je leur vas dis, faire c'est les pas cuts grave. et c'est pas cool. Ouais. Ouais, et c'est pas grave, faut qu'ils y aillent, faut qu'ils se lâchent. C'est comme ça justement qu'on va pouvoir repousser les limites, quitte à se prendre un mur et à revenir un petit peu en arrière, mais très souvent, on arrive à le traverser le mur, donc ça va. Donc j'ai tendance à dire aux designers de faire comme ils le sentent, sans se soucier d'optimisation. Et moi, après, j'optimise. Effectivement, avec des softwares, par exemple, si c'est de la 3D, je vais utiliser plutôt Blender. Et là, je vais commencer à réduire le nombre de polygones, à améliorer l'unwrapping, ce genre de choses. Et ensuite, j'implémente du coup dans l'application 3D. OK. Ouais, ma question, c'était ça, en fait. C'était parce que tu as parlé de modéliser des villages entiers. Je me dis: «Est-ce que c'est toi qui modélise, en fait?» Et Ça tu as arrive répondu, en fait. plus sur les projets perso en général, où je fais les assets moi-même. OK. Et Et tu dis, ils sont les créatifs, faut qu'ils se lâchent, machin. Et la plupart du temps, tu arrives quand même à faire ce qu'ils ont demandé? C'est rare que tu reviennes en arrière en disant: «Bah, ça, je peux vraiment pas le faire, c'est C'est trop rare. complexe». Ouais, ouais, ouais. C'est En rare, ouais. général, j'y arrive, j'ai juste besoin, en général, qu'on me laisse le temps. C'est-à-dire que, c'est on essaie, on échoue, on réessaie, on échoue. Parfois, ça peut prendre un peu plus de temps, mais étonnamment, jusque-là, tout va bien. J'ai toujours réussi à faire les effets, les animations, et cetera, qui étaient désirés avec un minimum de concessions. C'est sûrement déjà arrivé, même si j'en Mmh. ai pas qui me viennent en tête. Je pense qu'on a peut-être réduit une animation ou fait boucler, celle-ci ou changer la taille du modèle, j'en sais rien. Mais en général, je me débrouille toujours et c'est justement vers ça et il faut tendre, quitte à prendre un peu de risque, tout en l'annonçant au client. C'est ça le plus important, c'est que, il faut annoncer au client, bah, déjà au à la je suis dans un cadre toujours, je travaille pour un studio, donc il faut l'annoncer au studio et le studio doit aussi l'annoncer au client. C'est-à-dire que on va tenter un truc, c'est inédit, mais on est
pas sûr de pouvoir le faire, tu es d'accord, le client en général, il est toujours d'accord s'il fait appel à ces studios-là, hein, c'est les RV Studio, Immersive Garden, les Bonhomme Paris, etc. C'est le côté, ils veulent un peu d'innovation, ils veulent des choses qui vont un C'est peu, leur un peu plus réputation, loin. quoi. Ouais, Ces studios-là sont connus pour justement faire pour ce ça. type, bien sûr. Et du coup, quand ces studios-là disent on va tenter des trucs, pas sûr qu'on y arrive, tu es d'accord, ils sont en général d'accord. Et la plupart du temps, on y arrive. C'est génial. Par contre, tu as utilisé pas mal de mots un peu techniques pour que nous, on va dire, noobs, de la 3D qu'on connaît pas. Hem, i i Du coup, c'est quoi ton background? Tu as une formation dédiée à la 3D pour comprendre tout ça ou tu as appris sur le tas parce que tu étais super motivé? Ouais, sur le tas. Bah, c'est l'avantage du digital, c'est que, on peut tout apprendre sur YouTube. Ouais, C'est d'accord. hallucinant, mais on peut tout apprendre. Alors c'est dur, il faut de la motivation, il faut s'assurer d'aller dans la bonne direction et c'est justement, pour moi, ce qu'apportent vraiment les écoles. C'est que les écoles, elles vont nous mettre dans un cadre qui on sait que c'est le bon parcours à faire. C'est-à-dire qu'on va passer par toutes les matières qui permettent, de s'assurer qu'on a ensuite la bonne expérience, les bonnes connaissances. Mais en attendant, tous ces trucs-là, c'est possible de les apprendre tout seul. Il y a plein de tutos gratuits, Mmh. géniaux. Blender, je l'ai appris tout seul pour prendre Blender comme exemple, hein. J'ai utilisé plein d'autres choses, mais Blender qui est honnêtement plutôt dur, c'est juste une question de combien de temps on passe à apprendre. Et j'ai bouffé des heures, des dizaines d'heures de tutos juste pour apprendre Blender et maintenant j'en profite énormément. C'est absolument génial. Donc ouais, plutôt tout seul. Et ça fait combien de temps que tu t'es mis à la 3D, tout ça? Ça fait quoi? Combien d'années? Blender, ça va faire, où je m'y étais mis sérieusement, c'était quand j'étais à Immersive Garden. Ah zut, le temps passe si vite en plus avec le Covid et tout, on a 2 années qui ont disparu. Je pense que ça fait, 5 ans. 5 4-5 ans? ans, ouais. D'accord. Ouais, je dirais 4 ans. 4 ans. OK, c'est encore assez récent, en fait. Je pensais que tu avais au moins 10 ans de background avec tout ce que tu fais là. Non, Enfin, même quand je pas. vois ce que tu fais, c'est juste fou, quoi et OK, J'avais juste commencé un peu avant mon portfolio. Le portfolio, c'était 2019, donc je dirais 2018. Ouais, ça match, c'est ça fait ah ouais, 4 c'est ans. vraiment récent, en fait. OK. Mmh. Waouh. Et du coup, c'est tous les outils que tu utilises, au quotidien, bah, tu l'as dit, c'est Blender. Il y a d'autres, outils que tu utilises, on va dire, au quotidien? Ouais, bien sûr, il y a alors réfléchissons. Je vais regarder ma barre d'applications en bas, ça va être plus simple. Il y a Blender, il y a les outils tout ce qui est Adobe, ils m'énervent Ouais. un petit peu parce qu'ils sont extrêmement mal faits, tout buggés, mais je les utilise beaucoup. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Bah, pour tout ce qui est coding, j'utilise VS Code. Je suis sûr que j'oublie pas mal de choses. Aujourd'hui, ce qui est cool aussi, c'est qu'on a énormément d'outils en ligne, notamment par exemple pour tout ce qui est, design d'UI, on a Figma, on a même un Mmh. petit nouveau, on va dire nouveau, même si ça fait bien 2 ans, je pense qu'ils avaient un pied dans le domaine, c'est Spline. Spline qui permet de faire du coup de la 3D à la Figma en fait, où vraiment dans le navigateur, on crée des petits cubes, des petites scénettes et hop, on peut les intégrer sur son site facilement. Ah. Donc il y a pas mal d'outils en ligne. Et bizarrement, il n'y a pas grand-chose d'autre qui me viennent en tête. Donc, ouais, Blender, puis du code, puis Three.js, puis les outils en ligne pour le design. OK, parfait. Mmh. Heu, on va juste montrer, ton site, en ligne. Alors pour ceux qui nous suivent sur YouTube, il est juste, Mag astronomique. Ouais. C'est juste, hallucinant, quoi. Parce que, moi, je trouve ça hyper immersif. En plus d'une réaction, on vient piloter, en fait, une voiture, qui se balade dans un monde, en et tu as créé, tout ton univers. On voit ton portfolio, tout ça. Mais ce qui en plus, ce qui moi qui m'a fait halluciner, c'est, en fait la réactivité aussi à la gravité. On a une petite zone de playground là où on vient, taper des briques, mais ça en fait, c'est qui calcule ça en fait? C'est des librairies que tu viens mettre en plus dans WebGL pour intégrer cette sorte de gravité? Tout à fait. La grosse différence et je pense que c'est pour ça que ce site a si bien marché, j'étais le premier surpris hein, du succès qu'il a eu, c'est la physique. Et la raison pour laquelle on voit pas tant de physique dans les sites, c'est déjà qu'il faut un site qui s'y prête.
avec de la 3D. Pas forcément, on peut avoir de la physique 2D, mais en général, on visualise la physique comme étant en 3D. Donc, il faut avoir du WebGL qui tourne, Three.js ou autre qui tourne. Donc, déjà, on limite les gens qui sont capables de l'implémenter parce qu'il faut être Ouais. capable du coup de faire du WebGL, de savoir utiliser ces librairies. Effectivement, j'ai utilisé une librairie qui s'appelle Canon.js de physique. Il y en a plein d'autres, hein, mais elles sont toutes relativement compliquées. Et après, c'est le problème de la performance à nouveau. Mais là, cette fois-ci, la performance, elle tourne plutôt sur le CPU. Et c'est là qu'il y a un peu une astuce qui se produit, c'est qu'on va finalement avoir la physique qui tourne sur le CPU, c'est le processeur. La physique qui tourne sur le processeur, le côté visuel qui tourne sur le GPU, donc la carte graphique, on va dire. Et à chaque frame, il faut que tout se mette à jour suffisamment vite pour que tout fonctionne. Donc là aussi, on retombe sur le même challenge. Et pour expliquer brièvement comment ça marche, en fait, il faut imaginer qu'il y a deux mondes. Le monde physique et le monde visuel. Le monde physique, il est purement théorique. On ne le voit pas. C'est des cubes. C'est la voiture, en réalité, c'est juste un cube. Hein. C'est pas des roues, des phares, etc. Ouais. avec des essuie-glaces. C'est juste un cube parce que c'est plus facile à calculer. Et une gravité qui s'applique. Donc, on a toutes nos briques, etc. qui tombent vers le bas, qu'on appuie sur une touche. Donc, ce cube théorique va avancer dans une direction. Ok, mais tout ça, c'est théorique, on ne voit rien. Et après, le côté donc visuel qui est fait avec WebGL et Three.js, où en fait, à chaque frame, on va récupérer la position de chaque élément de notre monde physique et on va les appliquer sur notre monde visuel. Donc, si la voiture a bougé à cette frame-là, eh ben, je prends les coordonnées de la voiture et je les applique sur ma version visuelle, la version WebGL qu'on voit. Et du coup, à chaque frame, la physique s'applique, les inputs du clavier s'appliquent et le Three.js se met à jour. C'est comme ça que ça marche. C'est monstrueux. Ouais. C'est monstrueux. Et alors, ce site a vachement popé. Je me rappelle, quand il était sorti, c'était ouf. Après, voilà, tu as mis à jour ton portfolio et aussi Three.js Journey qu'on parlera tout à l'heure. Mais pour qu'on puisse se rendre compte à peu près, tu sais combien de temps tu as passé sur ce projet à peu près ou pas? Eh ben, pas tant que ça. J'ai passé 3 mois, Ok. mais pas à temps plein. 3 mois à base de soir et week-end. C'est tout. Ok, en mode side project. Side Après, je pense project, que totalement, ouais. après, je pense que tu avais déjà le background qui te permettait de le faire, quoi. Donc, tu n'étais pas en mode exploration et jouer, tu J'ai étais vraiment en mode construction, quoi. il y avait quelques challenges, mais effectivement, la plupart des techniques, c'est des techniques que j'avais déjà utilisées, que j'avais bien rodées. Et du coup, j'ai fait un melting pot de techniques que je connaissais, que je savais être performantes et efficaces. Et ouais, c'est comme ça que j'ai créé le portfolio. Yes, Et, excellent. et à la base, enfin, moi, je vois pas comment tu peux créer ça, en fait. C'est tellement, enfin, c'est irréel. Pourtant, je suis dev, hein, mais comment tu fais? Parce qu'il y a tout un monde, tu te déplaces dans ce monde, tu fais quoi? Mais comment tu fais, en fait? Je comprends pas. C'est web. C'est tout un. En réalité, là où il y a vraiment une partie compliquée Ouais, qui permet d'aboutir à ça, c'est sur le process. Le process, en fait, c'est que le site, il est séparé en 5 parties. ouais, L'intro, la zone centrale, cette partie-là qu'on voit, le playground, on va dire, etc., etc. 5 parties. Et en fait, chacune de ces parties-là, je les ai créées sur Blender, ouais. où chaque objet, je crée une version physique et je crée une version visuelle. Et en fait, quand j'exporte, tout s'exporte d'un coup et après je parse l'export et automatiquement je recrée tout côté JS. Donc c'est là qu'il y a vraiment tout un process où le temps de développer tout ça, ça m'a pris énormément de temps où il n'y avait rien. C'est-à-dire que je voyais rien du tout, il n'y avait pas de visuel, pas de briques, où juste j'essayais d'améliorer le process. Je me disais, bon, je vais faire par rapport au nom des éléments dans Blender, je vais les organiser dans des dossiers, enfin ce qu'on appelle les collections, et j'exporte et je me dis, ah ouais, ça donne ça. Bon, bah, du coup, je peux peut-être parser, récupérer ça. Et les choses ont commencé à se créer, puis la version physique, puis la version visuelle, etc. Et petit à petit, ça a donné ça. Et au moment où la voiture s'est mise à bouger, à pousser une brique, là, le plus gros, en fait, Ouais, il c'est était magique, déjà quoi. fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Le process était en place. Il s'agissait plus que de créer les différents éléments, d'itérer, de rajouter quelques petites features, mais le plus dur était passé. Le process était en place, quoi. Ouais, donc en fait, tu as besoin en fait de bien appréhender tous ces niveaux d'abstraction en amont pour Ouais. avoir une sorte de rendu dans ta tête, en dire ok, ça va rendre ça. Par contre, sur la création, tu es obligé d'avoir un niveau d'abstraction hyper élevé, quoi,
pour Ouais, et justement c'est pouvoir assembler. Et toute la difficulté, je pense, elle est là, quoi. ouais, c'est ça, et c'est là que l'expérience justement aide beaucoup. Mmh. Yes. Tu parles d'expérience. On va parler un petit peu plus du marché, de tous ces creative, développeurs et encore en plus de Three.js. Aujourd'hui, c'est, assez demandé ou pas du tout? Ou c'est en pleine explosion? Moi, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que c'est assez, niché. Mmh. Tu en as parlé tout à l'heure, il y a des studios qui se sont spécialisés là-dessus et qui font que ça. Toi qui es un peu plus au cœur, en fait, de cet écosystème de créative, est-ce qu'il y a un marché aujourd'hui? Comment il évolue? De mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a un marché énorme, mais je suis quasi sûr que mon point de vue est biaisé. C'est parce que en fait, je reçois énormément d'offres, de jobs, de projets, et cetera. Ça n'arrête pas. Quasiment tous les jours, on me propose un projet. Donc j'ai l'impression que c'est le cas, mais ça se trouve, c'est juste, bah, ils demandent à plein de gens, ils tapent dans Google, «bon développeur WebGL» parce ils connaissent ça, et bah, comme il y a eu le succès du portfolio, je suis peut-être dans les premiers à ressortir, et donc je Mmh. reçois beaucoup de demandes comme ça. Donc peut-être que je me trompe, mais ce qui est sûr, c'est que comme c'est dur d'apprendre tout ça, il y a Mmh. plus de gens qui demandent des développeurs que de développeurs qui sont disponibles. Donc dans tous les cas, c'est pas une question de est-ce qu'il y a énormément de demandes ou pas, c'est le ratio entre les développeurs L'offre et qui la savent le demande. faire et l'offre et la demande, c'est ça. Ouais, Et ouais. le ratio est très bon. Le ratio est extrêmement bon parce que c'est très dur, et que du coup, bah, il y a peu de développeurs qui savent le faire, ce qui permet même d'ailleurs les développeurs de demander un budget qui est plus élevé pour tout ce qui est relatif au développement créatif, au WebGL, etc. OK. Et justement, quand tu parles de ça, ou tu parles de budget, vu alors peut-être qu'avec l'expérience, tu arrives, plus facilement à mettre un budget, sur, une sorte de rendu. En fait, comment tu vas vendre et comment tu vas, considérer cette expertise? Est-ce que tu vas la valoriser sur un projet? OK, le client t'explique, il a envie de faire un truc, ou toi tu as envie de partir dans un délire, tu lui expliques, tu lui donnes une enveloppe, ou ça va être, plutôt, bah, au nombre de jours? Enfin, c'est quoi les règles sur ce marché-là, parce que dès que c'est Mmh. artistique, souvent, il y a plus aucune corrélation, Ouais. avec la valeur, elle est appréciée par le client, quoi, en fait. Ouais, effectivement, comme c'est des projets relativement créatifs, il y a toute cette étape créative qui est quasiment impossible à estimer. Et On y ouais. va à la fourchette, vraiment, c'est pas évident. À nouveau, bon, c'est l'expérience qui fait que on sait que le client, il a des idées. Nous, avec le studio, on a des idées aussi. Bon, allez, ça devrait prendre tant de temps. Et vraiment, c'est une estimation large. Moi, en réalité, c'est simple, je compte pas les jours. Je vais donner un devis précis avec nombre de jours, le taux, le montant Ton de TGM? chaque jour, et Ouais. cetera. C'est ça, le TJM, et c'est ce que le client aura dans la main. Mais en réalité, j'y passe quasiment à chaque fois plus de temps. C'est pas un souci, c'est justement ce côté, il faut être flexible. Il faut pas se dire, Mmh. on Bon, peut pas vendre après, déjà au client le fait de dire: «C'est ça le taux au jour, je sais pas si ça va prendre 10 jours ou 100 jours». Le client, de toute façon, il pourra pas, il va refuser. oui, Il a bien besoin, sûr. il a un budget précis, on n'a pas le choix, il faut lui fournir un montant précis, et oui, non, à nouveau, l'expérience après, une quinzaine de projets, je peux dire que même s'il y a toute une étape, créative qui va prendre plus ou moins de temps, ça se trouve, je vais avoir un asset qui va me prendre 2 jours à optimiser, et bah, c'est pas grave, on l'inclut dedans, et on sait que ça prendra Bien environ sûr. tant de temps, et hop, on crée le devis. Et bien sûr, et après, je pense que tu inclus, en fait, dans ton TJM, dans ton taux journalier moyen, tu l'inclus justement, cette part de variable où, Ouais. bah, Mmh. voilà, donc c'est quelque chose que toi tu anticipes, mais tu sais que ce projet peut déborder en termes de temps, Mmh. et tout le monde, y trouve. Après, je pense que comme tu l'as dit, déjà sur un projet web, classique, c'est difficile, d'estimer, de Ah calibrer oui. un projet. Mmh. Déjà en tant que classique, hein, juste un simple, site internet ou, une app, Ouais. voilà, un dashboard, un truc, classique, c'est déjà compliqué. Alors là, quand on vient encore plus rajouter, tout cet environnement créatif, ça doit être encore plus difficile, clairement. Ouais, mais d'ailleurs, il y a une astuce dans les outils, d'ailleurs, je remonte un petit peu aux outils que Bien j'utilise au sûr. quotidien. Moi, j'utilise
énormément Notion. Notion, c'est un site qui permet de noter absolument tout, des textes, des to-do, des calendriers, etc. Et en fait, justement, par rapport à cette histoire d'estimation, la recommandation que je donne à tous les débutants, c'est que au début, ils vont déconner sur le temps, les montants, etc. En général, on va estimer à moins, ça va prendre 2 fois plus de temps. Ça commence Mmh. toujours comme ça. Ce qui est important, c'est de retenir la leçon. Et le problème, c'est que quand on arrive à la fin d'un projet de 2, 3 mois, on n'a aucune idée du temps qu'on a passé dessus. Moi, ce que je fais, c'est que par client, par projet, j'ai une page Notion dans laquelle je note absolument tout, hein. Ça va les dates, les comptes rendus de réunions, les documents, etc. Mais je note aussi chaque temps, chaque jour que je passe sur le projet. C'est un peu dur parce qu'il faut vraiment bien délimiter ça et penser à le noter. Mais Mmh. si ce jour-là, j'ai passé 6 heures dessus, je note 6 heures. Et à la fin du projet, je peux dire ce projet-là, il a pris, je sais pas moi, 110 heures. Et je sais exactement que ce projet-là a pris 110 heures. Et juste de faire ce travail de noter Mmh. combien de temps ça prend, la fois suivante, un projet qui a des aspects un peu similaires, ça va m'aider. Et ça va être beaucoup plus facile d'estimer le temps. Donc, il faut toujours Ouais, noter combien de temps tu ça prend. construis ton timesheet, quoi. Vraiment, C'est Mmh mh. ça. tu le construis et tu l'alimentes, et ce qui vient te permettre d'être plus juste Voilà, pour la fois suivante. c'est ça, ouais. Yes, OK. excellent. Ouais, je voulais, tout à l'heure, tu parlais de tu recevais des offres tous les jours quasiment. Ouais. Je voulais savoir comment tu fais pour choisir, en fait, tes projets? Il y Je a quel refuse tout. C'est non, mais c'est une notion c'est de Non, il y a une non, notion honnêtement, de je refuse tout et en fait, je redirige vers des développeurs, en qui j'ai confiance, que je sais d'accord. qui font à peu près le même métier que moi. Je redirige tout. C'est pour ça que je dis pas que je suis pas dispo. Comme ça me permet de rediriger vers ces gens en qui j'ai Ouais. confiance. C'est des studios, c'est des indépendants, et cetera, et il m'arrive quand même de faire quelques projets, mais c'est que pour des gens que je connais déjà. J'ai cité tout à l'heure Hervé Studio, Bonhomme Paris. Mmh. Eux, c'est les rares, on va dire, studios où je vais me dire: «Est-ce que je suis dispo? Est-ce que le projet est cool?» Et éventuellement accepter. C'est le seul critère. Sinon, tous Si le les pro autres, ouais. c'est non. Donc quand tu acceptes, c'est faut que le projet te plaise, qu'il soit cool et puis là, tu y vas, Ah, quoi. toujours, ouais, ouais. D'accord. J'ai ce luxe que je souhaite à tout le monde, c'est, de recevoir suffisamment de projets pour pouvoir choisir son tarif et choisir les projets. Et ça devrait être l'objectif de chacun parce qu'au final, travailler, ça reviendra à faire des projets que j'aurais fait en perso avec plaisir. Donc c'est Mmh. que du plaisir et donc on s'y met à fond avec un budget qui est plus que suffisant pour être confortable. Ouais. C'est ce que je souhaite à tout le monde, Ouais, clairement. j'imagine que c'est des gros clients quand même la plupart, des projets? Heu, il y a Non, pas tout. forcément? En fait, ça m'est égal le client tant que c'est rentable et fun, moi ça me va. OK. Il y a OK. pas mal de gros clients, c'est vrai maintenant que j'y pense. Ouais, ouais. OK. OK, on a fait un petit point sur le marché. Tu nous dis qu'il y a une grosse demande, et tu as mis en place et tu œuvres, on va dire, justement pour cette formation de creative developer. Tu as créé une formation qui s'appelle, Three.js Journey. Est-ce que tu peux peut-être plus la présenter et pour nous dire, pour qui c'est? Est-ce que c'est difficile? Alors Ouais. tu nous as déjà dit que c'était pas donné, enfin, c'était compliqué à le WebGL. Three.js vient solutionner, mais ça reste quand même des niveaux d'abstraction, assez difficiles. Tu peux nous parler un peu plus de Three.js Ouais, Journey? bien sûr. Moi, quand j'avais commencé à apprendre, du coup, il y avait le WebGL qui m'a mis une claque et ensuite il y avait Three.js. Three.js, c'était effectivement la solution, mais à l'époque, c'était extrêmement compliqué parce que la doc n'était même pas complète. On pouvait même pas utiliser la doc, donc il fallait fouiller dans le code. Donc c'était juste très compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. La doc de Three.js est bonne. Il y a quelques, tutos qui permettent de suivre ça, mais il manquait un truc pour moi, c'est le tuto vidéo, qui est un format bien particulier, qui est pas pour tout le monde, Mmh. mais je sais que beaucoup de gens comme moi aiment apprendre avec la vidéo. Le tuto vidéo qui prend par la main et qui dit: «Viens, tu finis ce tuto vidéo, à la fin, tu sais faire énormément de choses». Donc c'est dans cette optique-là que j'ai créé, Three.js Journey avec justement il y avait ce côté, heu, rassuré. En gros, moi je suis très pessimiste. Je me suis dit: «Cette formation, elle va jamais marcher». Mais comme mon portfolio a eu du succès, j'avais beaucoup de gens qui me suivaient sur Twitter, et cetera, qui me disaient: «S'il te plaît, apprends-moi,
Je me suis dit: «Bon, bah, au moins j'aurais ces gens-là qui devraient, prendre la formation». Donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dessus et j'ai créé cette formation. Elle faisait quelque chose comme 36 heures. Maintenant, elle fait quelque chose comme 45 heures et je travaille sur de nouvelles leçons. C'est énorme et ça devient de plus en plus grand et c'est, totalement dédié aux débutants qui savent juste faire qui connaissent juste les bases du JavaScript. Il n'y a pas besoin d'être bon en maths, il n'y a pas besoin d'être bon en 3D. Je leur apprends même justement à Blender, les bases de Blender, la modélisation, comment faire de l'UV Unwrap, comment utiliser des techniques avancées comme du picking, etc. C'est inclus dedans. Il y a plein d'autres choses qui vont être inclus dans ce que je rajoute, des trucs très complexes, mais que j'explique from scratch à nouveau. Je peux pas dire parce que c'est pas officiel. Suivez-moi Bien sur sûr, bien Twitter si sûr. vous voulez quand ce sera officiel. Mais c'est toujours ce côté pour moi dédié aux débutants. Je pouvais pas leur apprendre le JavaScript aussi parce que ça prend beaucoup trop de Ouais. temps. Mais c'est limite si je devrais créer une formation pour apprendre le JavaScript, on suit la formation JavaScript, on suit la formation 3JS. Et à la fin, justement, ils sortent, ils sont capables de faire des shaders, pour ceux qui connaissent, c'est le truc qui fait un petit peu peur, des projets complexes, ils peuvent faire des interactions, ils peuvent faire de la physique, on en parlait. Mmh. Bref, tout ça, c'est visible sur le site que tu présentes là. C'est payant, mais j'ai fait en sorte que ce soit totalement abordable. Normalement, Mmh. des formations qui durent 45 heures comme ça, sur un sujet aussi avancé, avec, il y a zéro autre formation qui font 45 heures de WebGL avec 3JS. Normalement, ça coûte entre 400 et 1000 euros. Moi, Mmh. je me suis dit non, parce que je donne des cours depuis très longtemps, ça fait depuis 7 ans. Et moi, j'ai mes étudiants qui sont en face de moi. Les étudiants, ils mangent des pâtes au beurre parce que justement, il y a une école à payer, parce que c'est pas évident quand on est dans le cadre des cours. Donc, je me suis dit, on va faire une formation qui est accessible au maximum de personnes. Donc, du coup, c'est moins de 100 $. Donc, c'est pour 45 heures, enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est pas Non, beaucoup. c'est pas cher, ouais, c'est pas cher. Et je me suis permis de faire ça parce que je me suis dit, dans tous les cas, ça plaira aux étudiants, même des pays qui ont des revenus un peu moindres. Mmh. Ça rend la formation abordable. Et ouais, c'est ça prend par la main, 45 heures. Et à la fin, on a appris énormément de choses que j'ai appris plus à l'arrache, tout seul. Ouais, donc c'est vraiment un concentré, un résumé en fait de toute ton expérience que tu as pu, accumuler sur les différents C'est projets. ça, c'est Là, ça. tu t'expliques, step by step, quoi. Avec Excellent. une petite touche créative, évidemment, dans chaque leçon parce que Mmh. c'est Ah, il bonus. faut il faut de toute Il façon faut. après ça fait partie, ça fait partie du jeu. Après, en même temps, je pense que même aller sur le site, juste pour voir, Le site l'expérience de le site est navigation génial, quoi. et rien que le site déjà, faites-le juste pour ça, déjà, c'est déjà monstrueux et après pour, je pense que pour toutes les personnes qui veulent se spécialiser, un peu, Mmh. alors, sur Double Slash, on en parle souvent, mais on peut pas tout faire, on peut pas être bon partout, mais Mmh. pour les personnes qui veulent se dédier et se spécialiser et je pense que c'est une super porte d'entrée. Ouais, Et ouais. au Top. passage, tous les débuts de leçons sont gratuits. Il y a même quelques leçons qui sont complètement gratuites. OK. OK. Et Avec, tu et c'est sur le 1, là, je vois, c'est free. Les 3 premières, ouais. C'est sur ça, il y en le a d'autres un peu basic. plus loin. Et dans tous les cas, tous les débuts sont gratuits aussi. Et OK. tu garantis qu'il faut pas être bon en maths, faut pas être Ah oui, oui, matheux? je suis une brêle en maths et j'explique toujours cette Ouais. anecdote à mon sujet. Au lycée, j'étais très mauvais dans quasiment toutes les matières. J'ai eu mon bac, mais de justesse, hein. Et en maths, j'étais particulièrement mauvais. Et un jour, on a eu un examen. Je m'étais dit, oh, les maths, c'est important, je vais réviser. J'ai révisé, j'ai bossé énormément et j'ai eu 0. Ah. J'ai même pas cherché le professeur, je pense qu'il m'aimait pas parce que j'étais un mauvais élève, je le comprends totalement. Et il m'a rendu la feuille, j'ai vu 0, j'ai même pas regardé les erreurs que j'ai fait. J'ai dit bon, c'est pas pour moi. Et je me suis retrouvé donc à faire de la 3D, du WebGL, etc. où on mange énormément de maths, mais c'est Ouais. des maths appliquées. Donc là, je me suis dit ah oui, donc va falloir faire de la trigonométrie, des calculs de Mmh. distance, Pythagore, ce genre de choses. Les matrices même, on en utilise. Et en fait, je me suis dit je vais réapprendre. Et comme c'est appliqué, c'est beaucoup plus simple d'apprendre parce que ça a du sens. C'est pas juste pour faire plaisir aux C'est parents concret, en quoi. ramenant des bonnes notes. C'est vraiment Ouais. pour réussir à dessiner un pattern, pour positionner les choses, pour calculer si l'objet il est suffisamment proche pour tester la collision. Ça a du sens. Dans la formation, j'explique aussi quelques notions de base et en suivant la formation, on se rend compte que c'est finalement assez logique et que même si on est mauvais en maths, on bidouille, on arrive au résultat qu'on veut. C'est bon, tout va bien.
Donc, non, il n'y a pas besoin d'être bon en maths. Cool. Excellent. De toute façon, on mettra le lien dans la description de l'épisode et en suivant le lien, vous arriverez directement. Mais je pense que si on tape Tris.js Journey, on devrait arriver facilement chez. Oui, je Oui, suis pas sur, expert SEO, mais c'est assez bien référencé. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas grand monde dans la place aussi qui fournit ce genre de formation. Oui, tout à fait. C'est Donc, l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé la formation, c'est que je me suis dit, bon, il n'y a pas de concurrence, allons-y. il n'y a personne. Mais au passage, je glisse quand même qu'il y a plein d'autres tutos très complets, gratuits. Si ça reste trop cher, je devrais pas dire ça, mais je suis très mauvais en marketing aussi. Sachez qu'on peut apprendre plein de choses sans prendre Tris.js Journey. Non, mais honnêtement, le tarif est très, très raisonnable et je pense que même si tu veux pas Je pense, ouais. spécialement faire de l'animation, ne serait-ce que pour comprendre comment ça fonctionne, c'est super intéressant, quoi. Pour le C'est vrai. tarif, franchement. Ouais. Top. Un grand merci. Vraiment un grand merci à toi d'avoir pris le temps de venir nous présenter Tris.js. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Merci à tout le monde. Patrick, merci à toi. Bruno, Merci. un Merci, grand Bruno. merci. Merci à vous. C'était très intéressant. Ciao. Parfait. Et à la prochaine. Au revoir. Merci. Ciao.